Parlons du franc CFA qui pose les questions d'indépendance, de souveraineté et de développement. Est-ce que le franc CFA bloque le développement de l'Afrique? Absolument, Lamine, Pape Matar plutôt. Vous savez, cette question-là, personne ne la pose maintenant. Tout le monde sait que le franc CFA est un frein pour le développement de l'Afrique. Et d'ailleurs, je pense que même nos amis français savent qu'on doit évoluer naturellement. Pourquoi? Parce que vous avez parlé effectivement de termes de souveraineté. La souveraineté peut être vue sous plusieurs angles. En termes de souveraineté extérieure, c'est la capacité d'avoir une armée, une diplomatie. La souveraineté du point de vue intérieur, c'est d'avoir le monopole de la violence légitime pour un État, c'est d'avoir une police, une gendarmerie, une justice, des cours et tribunaux. Et ce qu'on appelle aussi la souveraineté économique, c'est la capacité de battre monnaie, de contrôler les marchés financiers, tout simplement. Et donc, la notion de la monnaie, elle est importante, parce que vous savez que la monnaie joue deux grands rôles. La monnaie, c'est un instrument d'échange, et aussi la monnaie c'est une réserve de valeur. Donc c'est un instrument de paiement avec un pouvoir libératoire, soit pour échanger des biens ou pour éteindre une dette. Donc battre monnaie fait partie des attributs de souveraineté. Alors pourquoi aujourd'hui on dit que le franc CFA est systématiquement contre l'Afrique? C'est très simple. Et vous me permettrez d'expliquer les principes fondamentaux du franc CFA et nous démontrerons point par point comment ça ralentit le développement de nos pays. Il y a 4 grands principes qui fondent le franc CFA, qui est naturellement la continuation de la colonisation par d'autres moyens. Puisque quand on a théorisé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, forcément la puissance coloniale devait trouver un autre moyen de maintenir sa mainmise. C'est là où on a institué la zone CFA à l'époque, la communauté des Françaises d'Afrique. Puis après, ça a évolué un peu dans la sémantique. 4 principes fondent le franc CFA. Le premier principe, c'est la fixité de la parité par rapport à la monnaie ancre, par rapport à la zone euro. C'est-à-dire que la parité est fixe par rapport à l'arrimage que nous avons sur la zone euro. 1 euro égale 655,957 francs CFA. Donc, le premier principe, c'est la fixité de la parité. Le deuxième principe du franc CFA, c'est la garantie de convertibilité illimitée du trésor français. C'est-à-dire que c'est le trésor français qui garantit la convertibilité du franc CFA et cette garantie, elle est illimitée. Le troisième principe, c'est la libre transférabilité des fonds. C'est-à-dire que, comme on a dit tout à l'heure, la libre transférabilité des fonds et qui est aujourd'hui aussi un véritable frein et nous allons le démontrer. Et le quatrième principe, c'est la centralisation des réserves de change. Centralisation à 2 niveaux. D'abord, centralisation au niveau des banques centrales, c'est-à-dire que tous les pays de la zone BCEAO ou les pays de la zone CEMAC centralisent leurs réserves de change dans les banques centrales. Et ces banques centrales vont centraliser leurs réserves de change auprès du compte d'opération qui est ouvert auprès du Trésor public français, qui stipule que ces banques centrales doivent bloquer 50% de leurs avoirs extérieurs sur le compte d'opération du Trésor français. Donc 4 principes. Alors quand on prend point par point, la fixité, le principe de la fixité de la parité est extrêmement bloquant pour une économie. Parce que nous sommes, nous, des économies de marché. C'est-à-dire que dans une économie de marché, on part du principe que ce sont les ventes qui doivent financer les achats. C'est-à-dire que le Sénégal va vendre et avec ses recettes, il va acheter. Et la balance, elle est déficitaire depuis longtemps. Parce que vous savez que la détérioration des termes de l'échange fait que la voiture Renault de 1960, le prix de la voiture Renault de 1960 et le prix de la voiture Renault en 2016 a extrêmement grimpé. Sauf que le prix du kilo de l'arachide de 1960 à aujourd'hui n'a pas beaucoup fluctué. Donc, quand aujourd'hui on a mis en place le franc CFA, vous savez, dans une zone monétaire, il y a ce qu'on appelle, ce que l'économiste Mundell a théorisé, c'est le père fondateur de l'euro, c'est un économiste canadien, il dit que dans une zone monétaire, le principe de la zone monétaire optimale, c'est que nous devons faire circuler les facteurs de production, dont le facteur travail. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de circulation des facteurs de production dans la zone BCEAO. Pourquoi? Parce que quand on a arrimé, quand le taux de change est fixe, c'est-à-dire qu'un euro égale 655,957, on ne peut pas faire face à ce qu'on appelle les chocs extérieurs, les chocs asymétriques, comme par exemple la baisse du prix du baril du pétrole. Et c'est là où c'est intéressant. Quand le pétrole baisse et qu'un
notre monnaie a un taux de change fixe, c'est-à-dire que quel que soit ce qui va se passer, que ce soit des chocs intérieurs comme la sécheresse ou une invasion des criquets, ou en tout cas des inondations, notre taux de change est fixe. On ne peut pas utiliser des leviers pour faire adapter notre économie par rapport au choc. Quand il y a un choc extérieur, comme par exemple la chute du cours du pétrole, la fixité du taux de change CFA-euro est bloquant puisque, prenez le cas du Nigeria ou de la Chine, quand les prix baissent, le Nigeria dévalue le Naira pour permettre aux entreprises de se relancer en termes de compétitivité. Nous n'avons pas cette flexibilité. Et il y a deux choses. Soit on joue pour faire face aux chocs extérieurs, on joue sur la flexibilité d'un taux de change flottant que nous pouvons arrimer soit sur un panier de devises ou le faire flotter sur un panier de devises, d'évaluer pour permettre à nos entreprises d'être compétitives, pour faire face, ou bien on a la circulation des facteurs de production, c'est-à-dire que faire circuler le facteur travail. Il n'y a pas de travail à Ouagadougou, on peut faire circuler le travail. C'est aujourd'hui ici en zone euro. Les gens peuvent quitter Paris pour aller travailler à Bruxelles sur le même niveau, le même standard. Dans notre zone, l'intégration n'est pas optimale. Donc il n'y a ni circulation des facteurs de production, il n'y a pas de taux de change, donc le taux de change est fixe et ça ne nous permet pas de réagir aux chocs extérieurs. Premier problème. Deuxième problème, le principe de la libre convertibilité, elle est fausse, elle est virtuelle. Pourquoi? Parce que quand vous prenez du franc CFA de la zone BCEAO, vous ne pouvez pas la convertir avec le même franc CFA de la zone CEMAC. Si vous prenez du franc CFA au Sénégal, vous ne pouvez pas la convertir, vous ne pouvez pas convertir cette monnaie au Cameroun, alors que c'est la même, c'est le CFA. Ça veut dire que la convertibilité illimitée, elle est virtuelle, elle est fausse. Et pourquoi? C'est entravant, puisque les échanges entre les pays du Sud, nos pays de la zone, c'est 11%. Ce qui est extrêmement faible parce qu'effectivement, on ne permet pas à nos économies d'être bien intégrées et pourtant, on est censé avoir la même monnaie. Donc, la convertibilité illimitée, elle est virtuelle. Et ça entrave les échanges. Ça veut dire que pour commercer entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est très difficile puisque la monnaie n'est pas convertible alors que c'est du franc CFA. Donc, la convertibilité, elle est fausse. Le principe de libre transférabilité des fonds est extrêmement dangereux aussi. Pourquoi? La SNUSET a démontré que des indépendances à aujourd'hui, à peu près 400 milliards de dollars, il y a une fuite de capitaux d'environ 400 milliards de dollars. Et cette fuite de capitaux est facilitée par le principe de la libre transférabilité des fonds. C'est-à-dire que vous prenez tout de suite 1 milliard de francs CFA, vous pouvez le transférer tout de suite en X euros avec le principe de libre transférabilité des fonds. Ça facilite les détournements de fonds et la fuite des capitaux. Si on avait une monnaie qui n'avait pas de libre transférabilité, par exemple, prenez le cas de la Tunisie, la Banque centrale de Tunisie contrôle la sortie des fonds, puisque la masse monétaire elle est importante pour réguler l'économie, pour les questions d'inflation, de déflation. Donc le principe de la libre transférabilité est extrêmement dangereux pour nos économies qui sont très faibles et qui ont besoin que l'on contrôle la masse monétaire. Quatrième point, la centralisation des réserves de change. Alors, c'est très simple. Si on nous demande aujourd'hui de bloquer 50% de nos avoirs extérieurs au niveau du compte d'opération de la Banque de France, c'est-à-dire que quand on vend 100, les 50, on doit les bloquer ici. Ça, c'est juste hallucinant. Ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que, et je pense aussi qu'il faut reconnaître que les autorités africaines font des pas extrêmement importants, puisqu'au dernier sommet de Malabo de l'Union africaine, il y a eu des initiatives fortes qui ont été prises. On a annoncé la création du Fonds monétaire africain, de la Banque africaine d'investissement et du fonds donc il y a une troisième institution qui a été aussi créée en tout cas dans les statuts, et l'objectif est d'aller à l'horizon 2020 à une monnaie commune, parce qu'il nous faut, pour accélérer le volume des échanges entre les pays du Sud, pour permettre d'avoir une réalité économique, parce qu'une monnaie doit refléter la réalité économique. Le franc CFA ne reflète pas la réalité économique de nos pays. Et cette garantie, cette fixité ne nous permet pas de réagir au choc. Et donc nous devons aujourd'hui imaginer comment faire. Mais il ne faut pas dire que rien n'existe. Il y a des avancées, parce que aussi bien l'Union africaine que la CEDEAO, que d'autres zones régionales sont en train de faire des travaux importants. Maintenant, il faut aussi qu'on se dise, nous, en tant qu'Africains, il y a des blocages que nous-mêmes, nous sommes en train de mettre sur place. Et je voudrais rapidement parler de ces blocages. C'est les antagonismes qui existent en Afrique. Bien sûr. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le Big Five. C'est le club des 5 grands contributeurs à l'Union africaine.
c'est le Nigeria, l'Égypte, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Maroc et la Libye. Non, le Maroc n'est plus membre, et la Libye. Le Maroc n'est plus membre de l'Union africaine. D'ailleurs, c'est un grand problème. Donc, ces 5 pays qu'on appelle le Big Five se disputent le leadership. Donc, on arrive dans une configuration où, par exemple, prenons l'Afrique de l'Ouest. Nous avons l'UMOA qui existe depuis, je pense, 95, donc depuis en tout cas 13 ans, et nous avons la CEDEAO, ECOWAS, qui existe depuis plus longtemps, dont le leader incontestable est le Nigeria, qui est aujourd'hui la première puissance africaine. Donc forcément, le Nigeria tend à assurer son leadership dans les discussions. Quand on vient au niveau de l'UMOA, les 13 pays qui parlent français, plus la Guinée-Bissau, eux, ils se targuent de presque 15 ans d'intégration, avec la Côte d'Ivoire comme tête de poule, et quand ils viennent, ils disent, ben, nous, UMOA, nous avons une avance sur l'intégration, et le Nigeria est là en disant, non, c'est pas ça, nous sommes les premiers. Donc, au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'Afrique, nous avons ce problème de leadership. Ils ont trouvé un consensus parce que quand le Fonds africain, le Fonds monétaire africain a été fixé, on avait dit qu'il fallait à peu près 22 milliards de dollars de capital. Et le consensus qu'ils avaient trouvé, parce que chacun voulait être le dirigeant, on a dit chaque État qui apporte une contribution à hauteur de 3,5% aura un droit d'administration, c'est-à-dire qu'il aura un droit de vote en tant qu'administrateur. C'est le consensus qui a été trouvé. Ça fait partie aussi de ce qui ralentit le processus. Il faut que nous, Africains, que nous le sachions. D'autres entraves existent, c'est effectivement la différence de culture et de langue. Parce que nous sommes dans des zones, vous avez le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire qui parle français, la Guinée-Bissau qui parle espagnol, qui parle portugais, la Gambie, le Ghana, le Nigeria qui parle anglais. Et donc naturellement, vous savez, il y a des influences qui font que aussi chacun veut préserver quelque chose. Mais nous pensons que, vous savez, c'est un combat de génération. Il faudra que, parce que l'Union européenne, les Européens ont compris qu'il fallait s'unir pour ne pas disparaître devant l'hégémonie américaine. À défaut de le faire politiquement, ils l'ont fait économiquement. La France et l'Allemagne se sont réunis autour du charbon et de l'acier. C'était le motif de leur guerre en 1951 pour créer la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. C'était le point de départ. Puis le traité de Rome en 1957, puis on est arrivé marché commun, Schengen, Maastricht, avant d'arriver à libre-échange, marché unique, avant d'arriver aujourd'hui à la belle histoire de l'euro. Et l'Union européenne est la première nation commerçante du monde. Ils l'ont fait. L'Europe de la défense pourtant a échoué, l'Europe politique peine à voir le jour, mais ils ont au moins fait l'Europe économique. Nous pensons que les États africains doivent dépasser leurs antagonismes de leadership. Nous savons pertinemment et concrètement que le franc CFA est un frein, puisque nous l'avons démontré par le système de fonctionnement. Et d'ailleurs, dans la structuration des banques centrales, je pense qu'il y a à peu près 16 administrateurs à la BCEAO, dont 2 Français qui ont droit de veto. Donc après la messe est dite. C'est un problème, ouais. Donc voyez-vous, et dans les statuts, je pense que c'est un article de la Banque centrale qui dit que c'est la Banque centrale qui définit la politique monétaire de la zone. Alors dans les gens qui définissent notre politique monétaire, il y a naturellement des administrateurs étrangers, plus maintenant c'est la centralisation des réserves, plus le fait que nous ne sommes pas en mesure de réagir aux chocs extérieurs, à ce qu'on appelle les chocs asymétriques, plus le manque de circulation des facteurs de production. Je pense que la démonstration est claire, hein? Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Un mot sur les APE, ces accords de partenariat économique qui reçoivent une avalanche de critiques en fait, de libre-échange entre les pays africains et l'Union européenne. Quelle est votre opinion là-dessus? Non, mon opinion, je pense, est celle de la majorité des observateurs avertis de la situation. Parce que vous savez, Pape Matar, gouverner, disait un grand homme politique français, ce n'est pas plaire. C'est prendre le cours, c'est prendre le risque de changer le cours de l'histoire et d'en assumer les conséquences. Et un autre grand homme politique français avait dit que les grands pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Nous sommes d'accord, sauf que dans cette histoire-là, nous devons défendre les intérêts des Africains et des générations futures. C'est très simple. L'APE, l'accord de partenariat économique, vise naturellement, dans son essence, à aider le développement économique de l'Afrique en apportant une croissance inclusive et doit aider l'Afrique à s'insérer, à mieux s'insérer dans le commerce mondial. C'est ça le fondement de l'APE. Sauf que, dans la pratique, la réalité elle est tout autre. Puisque quand il y a, depuis les accords, parce que tout est parti des accords de Lomé, la convention de Lomé, en 2000, avant 2000, il y a le système de préférence généralisée qui a été attaqué par des producteurs d'Amérique latine avec les États-Unis auprès de l'OMC pour le système de préférence. En 1995, l'Union européenne a entamé de nouvelles discussions avec ce qu'on appelle les ACP, Afrique,
pacifique. Et c'est là où le point de départ des APE. Mais concrètement, quand prenons le cas du Sénégal aujourd'hui, la suppression des barrières douanières sur la période 2020-2035 va nous faire perdre 21 milliards d'euros en recettes douanières, 21 milliards d'euros sur cette période 2020-2035. Au même moment, de façon corrélative, j'appelle ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent, qui, de belle manière, nous dit que sur la même période 2020-2035, nous devons avoir une croissance inclusive basée sur nos ressources nationales. Alors, comment on va laisser partir 21 milliards de dollars sur la même période, 21 milliards d'euros sur la même période, et aujourd'hui signer ces accords-là? Sauf que le Sénégal a officiellement donné son autorisation à signer ces accords. Non, c'est ce que je dis, c'est ce qui est dommage, puisqu'on ne peut pas être contradictoire. On ne peut pas dire qu'on a un plan Sénégal émergent qui doit, sur la période 2020-2035, aboutir sur une croissance inclusive, partant sur des ressources locales, et en même temps concéder la suppression de 21 milliards de droits de douane sur la même période, parce que tout le monde sait que les droits de douane au Sénégal, c'est à peu près 50% de notre budget. Maintenant, ce que nous disons, c'est que ces APE-là, si l'Europe veut aider l'Afrique à mieux s'insérer dans le commerce mondial, on ne va pas dire non, mais il faut que la relation soit juste. Pour qu'une relation soit durable, il faut qu'elle soit juste. Elle n'est pas juste parce que nos intérêts ne sont pas bien défendus, et je pense que nous ne devons pas signer les accords tels quels. C'est ce que l'Europe refuse de signer avec les États-Unis. Et nous acceptons de signer pire encore. L'Union européenne, au moment où je vous parle, refuse de signer des accords comme ça avec les États-Unis. Alors pourquoi nous devons signer cet APE-là? Non, nous devons rediscuter, renégocier, parce que nous sommes dans un monde en perpétuelle mutation et nous ne devons pas signer des choses pour enchaîner nos enfants demain. Et c'est ce que je disais, nous devons rendre possible ce qui est nécessaire pour nos populations. Et rendre possible ce qui est nécessaire pour nos populations, c'est effectivement de poser des actes d'intérêt général, même si ça doit être une entreprise sacrificielle aujourd'hui pour nous, parce que nous ne pouvons pas hypothéquer l'avenir de nos enfants en signant des accords comme ça. Il faut que la relation soit beaucoup plus équitable, pour que la relation soit plus durable.